Évident quand on parle de CY transfert et de transfert de technologie, mais justement, ça va être tout l'objet de ce qu'a fait PUI, c'est de vous présenter nos actions en faveur des SHS. Parce que quand on parle de transfert de technologie, on parle essentiellement d'un schéma assez linéaire qu'on peut retranscrire avec l'échelle qui a été développée par la NASA, qu'on appelle un TRL, et qui va donner le degré de maturité d'un projet. C'est-à-dire que quand vous êtes au TRL 1, vous êtes vraiment sur l'idée sur le papier que vous allez essayer de mettre en œuvre dans une phase de recherche fondamentale qui va vous amener à un niveau à peu près de 3. Arrivé au niveau 3, vous allez commencer à prématurer le projet, donc chercher des résultats. Et ces résultats, vous allez pouvoir élaborer une preuve de concept, c'est-à-dire que en sciences expérimentales, vous êtes sur la paillasse et vous faites des tests en éprouvette, ça peut être 1 gramme de béton ultra résistant, ce genre de choses. Là, quand vous avez commencé à avoir des résultats un peu probants, vous allez rentrer en phase de maturation, ce qui va demander des budgets assez conséquents. Et là, vous allez asseoir votre preuve de concept, démontrer que vous êtes plus performant que l'existant ou totalement nouveau. Vous allez protéger l'invention, en général avec un brevet, et vous allez pouvoir continuer à développer et passer de votre gramme de béton ultra résistant à 1 kilo. Et puis là, le laboratoire, il atteint ses limites parce qu'il n'est pas forcément outillé pour passer de 1 kilo à 300 tonnes. Et dans ces cas-là, vous allez arriver à un TRL 6-7 où vous avez besoin d'instruments industriels pour potentialiser votre invention. Et une fois que votre invention, elle est saisie par un industriel, que vous avez transféré les actifs de propriété intellectuelle, soit chez l'industriel, soit dans une start-up, vous allez pouvoir monter en puissance et passer à 300 tonnes de béton ultra résistant. Et là, vous êtes à un TRL entre 8 et 9, c'est-à-dire que vous êtes utilisé en milieu réel, en général commercialisé. Donc ce schéma, il est très linéaire. Les modalités d'investissement sont portées par différents organismes pour qui le brevet, c'est-à-dire ce qui vous permet d'empêcher les autres de faire la même chose que vous, va être la clé de voûte de tout ce transfert. Donc ce transfert, il est issu des sciences expérimentales. Ça couvre la santé, l'ingénierie, les sciences des matériaux. C'est un temps de recherche long. Pour un médicament, on est sur une vingtaine d'années, où on va passer de l'éprouvette à la souris, au gros animal, puis au test en milieu réel. Les investissements sont lourds et les risques technologiques sont assez élevés. D'ailleurs, votre gramme de béton sur votre paillasse, pour passer à 1 kilo et pour passer à 300 tonnes, c'est long et ça va coûter beaucoup d'argent et le risque est important. Comme je vous le disais, le brevet, c'est le titre de propriété intellectuelle qui peut être transféré. Vous pouvez protéger pendant 20 ans, c'est-à-dire empêcher les autres de faire la même chose que vous pendant 20 ans sur des territoires précis. Ce modèle, et je pense qu'on peut tous l'entendre, il n'est pas du tout adapté aux sciences humaines et sociales. Les sciences humaines et sociales produisent pas ou peu de technologie. Il y a de la technologie quand on va vers le numérique, vers le traitement automatique des langues, mais fondamentalement, en sociologie, en littérature, en histoire, on produit du savoir, de la donnée, c'est extrêmement intangible. Le modèle des sciences expérimentales, il est très linéaire, il est finalement assez peu flexible, il repose essentiellement sur le droit des brevets et c'est assez peu en adéquation avec la réalité de la recherche en sciences humaines et sociales. Moi, je ne sais pas vous, moi j'ai une formation d'anthropologue, un brevet, je vois pas sur quoi. Je ne crée pas de dispositif, je n'ai pas d'effet technique. Du coup, ça me ferme un champ de la protection intellectuelle qui est la référence des investisseurs. Et puis, on va pas se mentir, le langage de l'innovation, il est fait de beaucoup d'anglicismes, beaucoup d'acronymes. Là, je vous ai parlé du TRL. Il est, il emploie des termes comme preuve de concept qui est pas du tout en lien avec ce qu'on fait en sciences humaines et sociales. Moi, démontrer que je suis plus performante ou différente techniquement de ce que fait un autre laboratoire, j'ai énormément de mal à l'expliquer. Donc le vocabulaire qui est employé est technique et pas en adéquation avec les SHS. Pourtant, et je pense que vous allez me rejoindre, moi je pars du principe que l'innovation n'est pas que technologique. On peut être innovant
sans avoir de technologie. Parce que la façon dont fonctionne mon téléphone, je vous avoue que je ne sais pas. La science est invisible. Par contre, la façon dont le téléphone a modifié nos usages, ça, les sciences humaines et sociales produisent de la donnée qui sont capables de répondre sur l'habitus, sur l'innovation sociétale, la façon dont la société s'est emparée, l'acceptabilité sociale des innovations. Ceci dit, on se retrouve face à des personnels de recherche, des enseignants-chercheurs, des chercheurs qui sont assez peu familiarisés avec l'écosystème de l'innovation, et puis un langage qui n'est pas du tout adapté. Quand j'essaie de remplir une déclaration d'invention avec mes propres travaux de recherche, je le dis souvent, j'en mets pas une dedans. Faites-moi un croquis de votre innovation. Alors moi, j'ai travaillé sur les musées, je vois pas comment, à part faire un plan du musée du Quai Branly et des circulations des visiteurs, je vois pas quelles données je pourrais produire d'autres. En plus, quand on utilise des supports informatiques, on a tendance à aller vers l'open source. Je parle bien d'open source, je parle pas de logiciels libres. Et ça, les investisseurs, ils sont assez peu familiarisés des logiciels non propriétaires. Pourtant, les modèles économiques adossés existent, mais les investisseurs ne sont pas forcément sensibilisés à ça. Quand on veut innover en sciences humaines et sociales, avoir un impact sociétal fort, on va avoir des modèles économiques qui sont peut-être un petit peu faibles. On parle de licorne en start-up. Des licornes en SHS, à part Kern, qui est un projet qui a été porté par un chercheur belge, il y a assez peu de licornes. On pourrait partir du principe que Facebook, qui repose sur Apache, est une licorne issue des SHS avec un modèle de logiciel open source, mais c'est pas le nerf de la guerre, on va dire. Par contre, les investissements de départ sont pas forcément très lourds, parce qu'en fait, tout le travail va être de partir de l'idée et de rendre cette idée tangible. Pour la rendre tangible, on peut utiliser du numérique, on peut créer du jeu de société, on peut faire des mallettes pédagogiques. Et ça ne demande pas un investissement lourd parce qu'on ne va pas mettre de verrou technologique. On va utiliser des choses qui existent déjà parce que c'est la science qu'on va transférer. Ce n'est pas une innovation technique. De CY Transfer, on a différentes actions, comme vous le savez, qui vont adresser plusieurs cibles, dont les chercheurs, les étudiants, les entreprises et les startups. Sur les 29 PUI labellisés en France, nous sommes le seul à avoir un axe stratégique spécialement dédié aux sciences humaines et sociales. Parce que nous pensons que les SHS, avec 40% de la recherche en France, 50% des laboratoires de Cergy, est un réservoir inexploité d'innovation. Et qu'il manque peut-être juste de familiariser les enseignants-chercheurs et les personnels de recherche, de prendre un peu de temps pour réfléchir à comment on va impacter la société, par quel vecteur et qu'est-ce qu'on va avoir dans la main pour pouvoir potentialiser cet écosystème. Et du coup, dans ce cadre, c'est tout l'objectif 2. On a créé différentes actions et la première a été de créer un groupe de travail que j'ai eu l'honneur de copiloter avec le CNRS pour poser des objectifs, mais aussi outiller le PUI. Parce que toute la documentation émanant de la cellule CY Transfer adressait les sciences expérimentales. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à rédiger des textes écrits par et pour les chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc, on a épuré le langage de l'innovation pour pouvoir adresser la communauté. On a lancé au mois de juillet dernier un premier appel après maturation, un appel blanc, volontairement blanc, qui adresse tous les champs disciplinaires de l'écosystème du PUI et qui a reçu 9 réponses en plein été pour un premier appel. On a trouvé ça très honorable. Je vous présenterai les lauréats du premier appel pour vous donner un petit peu d'idées. Donc, on a écrit un règlement en accord avec la réalité. On a rédigé un dossier de candidature sur lequel les chercheurs en SHS, on l'a testé avant bien évidemment de le publier, ne rencontrent pas de problème, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de questionnement, à savoir est-ce que ma recherche rentre dans les cases. On n'a plus ce problème-là. On a rédigé un mémorandum pour aiguiller les chercheurs sur c'est quoi la valo des SHS, comment on fait du transfert en SHS, comment on crée des sociétés, etc. Pour l'instant, il est en cours de maquettage, on vous tiendra au courant de sa diffusion.
On a lancé une série d'actions de sensibilisation, principalement sur les doctorants, les post-doctorants, à travers des ateliers qui durent une journée. On est en train d'envisager un format de 2 jours à la demande des étudiants sur les retours d'expérience et dans ces ateliers, on visite un petit peu les fondamentaux de la valorisation socio-économique des résultats de la recherche et puis on leur met les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que je mets les doctorants par équipe de 3 ou 4 et ils imaginent une solution au croisement de leur sujet de thèse et donc on les fait travailler, je leur fais s'emparer d'un SWOT, on aborde quelques outils du management de l'innovation comme ça et ils pitchent leur projet devant un mini jury, bienveillant bien évidemment, pour venir un petit peu se projeter dans autre chose, dans quelque chose de plus tangible que la recherche fondamentale et de chercher de l'appliquer, de la recherche-action, de la recherche-création et pourquoi pas du dispositif. Donc ces ateliers, on les a faits sur différents laboratoires. On est en train de voir pour, les développer aussi sur le réseau Autopia. On a plutôt de très, très bons retours et je suis à votre disposition pour en discuter un peu plus avant dans un autre café PUI, pourquoi pas. Les locaux de CY Transfer sont à la nouvelle maison de la recherche Annie Ernaux sur l'université de Cergy, sur le campus des Chênes. Et on a la chance de disposer de 2 open space d'à peu près 60 mètres carrés, dans lequel on est en train de développer un service d'accompagnement pour les jeunes entreprises issues de la recherche en sciences humaines et sociales et qu'on appelle un incubateur, avec tout un déploiement d'offres de services en adéquation avec les incubateurs qui existent déjà sur le territoire. Et je salue au passage Mehdi, qui est le directeur de Incube USPN, l'incubateur de l'université Sorbonne Nouvelle. Sachez aussi que CY Transfer est fortement impliqué dans les 2 AMI SHS, Hermès et Démosis, puisque CY est partenaire de ces 2 AMI et que dans le cadre d'Hermès, c'est moi qui coporte tout le Work Package 5 à destination, du transfert, avec pour ambition de développer un programme d'accompagnement pour les jeunes entreprises, pour l'industrie culturelle et créative. Hermès s'intéresse au patrimoine en devenir et dans le cadre d'Hermès, on va être en mesure de lancer des appels sur le consortium pour maturer aussi des projets et amener à la création d'entreprises, encore une fois à fort impact sociétal dans le domaine de la culture et du patrimoine. Aujourd'hui, l'objectif, c'est essentiellement de vous parler de l'appel à prématuration qui a ouvert mardi dernier. Donc cet appel, c'est sa deuxième vague, c'est la deuxième fois qu'on le lance. Il est à nouveau blanc et j'y tiens parce que tous les disciplines des SHS sont adressées. Je ne souhaite pas colorier cet appel, en tout cas si on doit en colorier, on garderait au moins un appel blanc chaque année. C'est mon objectif pour ne justement que tous les chercheurs se sentent destinataires de cet appel. On a un vivier très important, des champs disciplinaires très vastes, des écoles partenaires. Ça serait dommage de se priver de certaines disciplines et de certains projets en fléchant ou en coloriant. On a déjà, tout un système de financement qui est extrêmement colorié, typiquement avec les SNA par exemple, les cibles pour l'accélération. Je tiens un appel blanc pour justement laisser le champ ouvert. Le CY Transfer là, dispose d'une enveloppe de 100 000 € pour cet appel, ce qui fait qu'on pourra financer des projets à hauteur de 30 000 € pour des projets de 12 à 24 mois. Euh, et le porteur de projet doit être affilié à une structure de recherche du PUI, c'est-à-dire sur les membres fondateurs, le CNRS, CY, l'USPN, le CEREMA. On encourage bien évidemment la collaboration avec le monde socio-économique. Le monde socio-économique au sens large, on inclut les associations, les collectivités, les entreprises bien évidemment. On appréciera beaucoup des manifestations d'intérêt. Si déjà vous êtes en contact ou si vos collaborateurs sont en contact avec des entreprises qui manifestent un besoin, on sera bien évidemment à leur écoute. Et le projet, l'ambition, c'est d'être transféré dans le monde socio-économique avec une ambition, bien évidemment, d'avoir un impact positif. Alors, un impact positif, ça peut être une amélioration du bien-être, ça peut être des remédiations pour la dyslexie dans le cadre de EdTech, ça peut être
des médiations culturelles, ça peut être un impact sociétal, voilà, on est très très vaste et très large. Ce qu'on souhaite, c'est que les projets ambitionnent d'être à un équilibre économique, parce que le plus fort impact sociétal qu'on pourra avoir, c'est de générer de l'emploi en créant des jeunes entreprises. Et pour générer de l'emploi, il faut assurer suffisamment de revenus pour maintenir les postes. L'objectif de ces prématurations, c'est que le projet continue quand les financements s'arrêtent. Donc pour ça, il faut anticiper un coût de structure et des retours sur cet investissement, qu'il soit social et aussi économique. Donc pour candidater, vous avez jusqu'au 18 avril. Le projet est assez, enfin le dossier de candidature est assez léger. Vous avez une série de renseignements, de mots-clés, de résumés et tout le projet doit tenir en 3 pages. On souhaite volontairement laisser le dossier léger parce qu'on sait que ce sont des projets qui peuvent être amont, qui peuvent être tôt dans leur développement et l'idée, c'est d'accompagner aussi les porteurs à le structurer en adéquation avec la volonté du chercheur, mais on est vraiment dans l'optique d'aller à un point A à un point B ensemble. Donc les projets les plus, amont sont bien évidemment étudiés et accueillis avec plaisir, quitte à prendre un petit peu plus de temps pour le structurer ensemble avec des outils de management, avec la définition des livrables, avec des jalons, et cetera. Les dossiers vont être analysés comme ils l'ont été pour le premier appel par 2 experts indépendants du programme. Des profils assez différents. Ça peut être, des chercheurs, reconvertis en management de l'innovation, ça peut être des chercheurs du privé, plutôt tech, ça peut être des, directeurs d'incubateurs. On a un vivier assez large. On peut mêler, impact sociétal, impact économique, on peut mêler tech, sciences fondamentales. On profile aussi pour avoir vraiment un 180, et avoir un 360 pardon, sur le projet et nous aider aussi à voir plus loin que la maturation. Sur la base de ces analyses, le comité scientifique va se réunir et classer les dossiers et on fera un retour pour juillet 2025 aux porteurs avec un démarrage à l'automne. Donc je vous disais, le premier appel a reçu 9 projets qui ont été expertisés et présentés sur les différents comités de CY Transfer. Et je vous présente les lauréats, donc 3 champs disciplinaires, différents. On était ravis d'avoir des choses assez variées. On a reçu des projets de tout l'écosystème, ce qui était une vraie réussite et on était ravis d'avoir, suscité l'attention de tous les collègues. Le premier projet est porté par Julien Longhi sur un laboratoire de Cergy qui s'appelle Agora. Julien Longhi est linguiste et travaille là sur quelque chose qu'on pourrait greffer à une application sportive qui viendrait améliorer le discours du coach. Il y a des sports comme l'escalade, comme le ping-pong ou des sports individuels où la place du coach est extrêmement importante sur le ressenti du sportif et parfois les mots employés ne sont pas en adéquation avec l'état d'esprit du sportif. L'idée, c'est d'enregistrer un maximum le discours du coach pour faire des propositions d'amélioration de discours et que le sportif, quand il commence son entraînement, il peut expliquer son humeur, expliquer son état du moment, son état physique, son état psychique et le coach verra son discours s'améliorer. Après, c'est le genre de choses qu'on pourra implémenter sur des applications de sport, où vous avez, du yoga en application et là vous avez un bot en fait qui vous raconte toujours la même chose. Là, il pourra s'adapter au discours. On est en discussion aussi avec des salles de sport connectées, des salles de fitness, pour voir dans quelle mesure ça pourrait s'intégrer. Donc c'est un projet sur 18 mois qui a démarré et qui, nous l'espérons, verra, un industriel intéressé en tout cas. Le but, c'est pas de développer l'application en elle-même, c'est de venir se greffer sur de l'existant. Le deuxième projet est porté par un laboratoire d'économie, par François Maublanc, et il fait suite à un financement de CNRS Innovation. Le projet avait été très bien doté par CNRS Innovation, il a pu se déployer, se développer. Ceci dit, il leur manque certains services à développer pour vraiment finaliser l'outil pour arriver sur le marché, et c'est l'objet de la prématuration. Dans l'objet de IAPLB, c'est de faire de la fouille
de texte dans les brevets et de permettre de faire de la veille sur l'innovation directement à la source de ce qui est déposé. Donc ça va fouiller les textes sur tout ce qui est publié. Donc vous avez la base Google, par exemple, qui recense tous les brevets américains et vous avez tous les résumés qui sont accessibles. Donc ça leur fait une base sur laquelle ils vont pouvoir travailler. Ce projet a été salué par des investisseurs qui sont présents dans nos différents comités, en nous disant qu'il y avait vraiment quelque chose, d'intéressant pour l'innovation et sur le marché. Du coup, CY Transfer s'est positionné. Le dernier projet, alors là, pour le coup, il y a un vrai dispositif qui est un peu, différent pour moi aussi d'accompagner ce genre de projet. C'est un projet de criminologie qui va considérablement, si ça fonctionne, changer les habitudes de travail de la police. Il est porté par la police scientifique, dont le siège est à Lyon, qui a rejoint l'écosystème de CY Transfer. Et c'est un dispositif portable pour faire les relevés d'empreintes digitales directement dans les voitures sur les lieux du crime. Quand vous voulez expertiser et faire des relevés d'empreintes digitales dans une voiture, vous avez plusieurs solutions. Vous avez d'abord la poudre noire, mais elle vient abîmer les traces ADN. Sinon, vous avez la colle. Alors, je ne sais pas, quand vous prenez du scotch, vous avez de la colle, vous avez votre empreinte digitale qui apparaît sur le ruban de scotch. Donc, tous les fabricants de scotch tentent de réduire la trace de l'empreinte. La police, elle, tente de l'augmenter parce qu'en diffusant de la colle, ça révèle les traces. Normalement, si on veut faire ça, pour pas toucher aux empreintes ADN, il faut emmener la voiture en laboratoire. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de voitures qui ne sont pas expertisées. Là, l'idée, c'est d'avoir un dispositif qui permet de faire des relevés directement sur site. Donc là, on va avoir une vraie rupture d'usage dans la pratique policière et pourquoi pas un marché qui pourrait être international. Donc voilà pour les projets qui ont été lauréats. On a eu des choses très intéressantes en sciences participatives, en création d'entreprises de formation. Là, cette année, on attend encore des dispositifs de formation, à voir s'ils s'intègrent plus dans notre programme d'accélération CY Tech Labs, qui s'intéresse vraiment aux sciences de l'éducation avec du numérique, ou ils s'intègrent dans ce dispositif. Nous multiplions les dispositifs pour être vraiment un champ ouvert à toutes les sciences humaines et sociales et être en mesure de les accueillir dans les meilleures conditions. Voilà, on m'avait donné 20 minutes, j'ai tenu mes délais. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses que vous souhaiteriez approfondir? Ouais, j'avais une question du coup, Christelle, sur les projets qui n'ont pas été retenus dans le premier appel à projet. J'avais en fait deux questions. C'était est-ce que tu te souviens ou est-ce que tu sais quels étaient un petit peu aussi les types de projets? Est-ce qu'on était dans les mêmes thématiques sur autre chose? Et est-ce que ces projets-là, il leur manquait quelque chose ou c'est juste que les trois retenus étaient plus mûrs ou plus adaptés? Alors, un peu tous les cas de figure. Je te D'accord. cache pas. Alors je vais reprendre, hop là, je vais reprendre ma documentation parce que sur les 9 projets, j'avoue que hop là, donc, alors on avait un très, très beau projet, justement qui venait du SPN sur les accompagnements des femmes en fin de parcours procréatif quand elles n'ont pas pu avoir d'enfants. Elles sont complètement oubliées des parcours. Je vais arrêter le partage, ça sera peut-être plus confortable pour tout le monde. Hop là. Ce sont des femmes qui sont, abandonnées en fait, une fois qu'elles sont sorties du parcours d'accompagnement à la fertilité et il y a un vrai vide dans leur accompagnement psychologique et là, l'objet de la prématuration, de la demande, c'était de créer, un accompagnement. Le projet est très ambitieux, le projet est très beau. Ceci dit, il est très, très amont, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a rien qui est, défini et c'est vrai que dans les avis, on avait gros impact sociétal, mais pas d'éléments concrets, en fait. Heu, on part sur une création d'entreprise, mais par exemple, il y avait pas de budget adossé. Ils avaient pas, imaginé combien de personnes ça adressait, combien de formateurs il serait nécessaire, combien de temps de formation.
Du coup, il y avait ce type de projet. Nous, on aimerait les réétudier quand ils seront un peu plus mûrs et qu'ils auront mieux appréhendé en fait l'écosystème dans lequel ils souhaitent s'intégrer. Je vous prends un deuxième projet qui était un projet extrêmement ambitieux aussi. Le coût total du projet était à plus de 400 000 euros. Du coup, et on nous demandait 30 000. On ne voyait pas trop en fait quel effet de levier ça pourrait avoir. C'est un projet de thèse. On avait du mal à définir le livrable et comment CY Transfer pouvait être une valeur ajoutée dans toute la construction de ce projet qui, en fait, travaillait beaucoup avec les collectivités locales et territoriales. En fait, ce type de projet, si on n'est pas en mesure d'avoir un accompagnement positif pour ce projet, on va plus être un caillou dans la chaussure d'un projet de recherche-action que d'un projet de valorisation. Donc parfois, il y a un peu une confusion des genres sur, recherche-action, transfert de résultats de la recherche et c'est là-dessus aussi où il faut qu'on soit assez vigilant. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Un autre projet plutôt, c'était un projet pédagogique qui était extrêmement intéressant. Le truc, c'est que tout de suite, ça partait sur du serious game, alors que peut-être moi, j'aurais préféré un jeu de plateau tout simple, finalement et c'était extrêmement mal budgété. Enfin, développer un serious game avec une enveloppe de 27 000 €, c'est, compliqué. Je vois pas comment on pourrait y arriver. C'était pas réaliste, en fait. Donc voilà les critères sur, les projets qu'on a reçus, je vous prends 3 exemples très différents. Ça adressait vraiment à peu près toutes les disciplines, hein. On avait de l'anthropologie, on avait de la santé, on avait du numérique. Ok, merci Christelle. Il y a d'autres interrogations? Ou, peut-être revenir sur la valorisation, des sciences humaines et sociales au sens large? Ah, je veux bien pour alimenter la discussion justement, c'est-à-dire moi je suis venu vraiment par curiosité parce qu'on a un peu du mal si tu et c'était très bien ton début d'exposé de repartir sur cette espèce de choc de culture quoi, c'est-à-dire effectivement le vocabulaire du monde de l'innovation et alors non seulement c'est pas le nôtre mais moi ça me sort par les yeux, c'est-à-dire j'ai tendance à fermer tout de suite en disant bon, allez hop. Ça ne nous concerne pas. Donc la question c'est, enfin c'est pas vraiment une question opérationnelle pour aujourd'hui là. C'est je me demande effectivement comment réfléchir avec les collègues sur il y a quelques cas, parce que c'est vrai que j'ai collaboré avec mais quelqu'un qui n'est pas dans l'école, mais qui avait demandé à ce qu'on l'accompagne, qui lui est déjà dans le conseil et qui justement ils ont produit avec le CEREMA d'ailleurs des jeux des jeux sérieux destinés à amener des acteurs locaux à se positionner sur les questions de déplacement, etc. Donc là on voit, là il y a une finalité, bon, on voit très bien. Après dans les travaux de notre équipe, je m'interroge. En même temps, on voit bien qu'il y a un certain nombre de travaux qui visent une forme d'opérationnalité et donc qui visent à être saisis ou à être transformés. Mais ce n'est pas des phases qu'on travaille ou donc je vois bien le besoin. Je ne sais pas encore très bien comment m'inscrire dans le dispositif et comment saisir l'opportunité. Et à la limite, je me demande si à ce stade, il faudra le voir, mais si à ce stade, moi je suis pas du tout certain qu'on soit mûr pour faire des dépôts de projets là, tu vois. En revanche, peut-être réfléchir à un moment donné juste à une séance de travail où on pose cette question, comment imaginer, comment travailler le transfert de nos résultats et quel type de résultats on peut avoir qui pourrait s'y prêter, etc. Enfin voilà, c'est peut-être plus le besoin que je ressens pour l'instant est peut-être plus de nous accompagner dans ce type de réflexion un peu amont, très amont en fait, plutôt que sur des projets concrets, mais c'est pas grave, hein. Moi j'ai été très contente d'avoir la présentation. Après, je pense qu'il y a déjà des choses au LAREP, hein, qui peuvent faire l'objet d'un transfert parce que quand vous intervenez sur un écosystème avec des recommandations et cetera, Oui. vous avez des indicateurs qui vous permettent de mesurer l'effet de l'implantation
d'un espace vert, etc. Ces indicateurs, ils peuvent être transférables, en Mmh. fait. C'est-à-dire que vous pouvez les reproduire sur un autre écosystème. Et vous avez de la donnée de départ qui vous permet de savoir si ça fonctionne ou pas. Et là, on est sur des données qui la transférabilité de l'indicateur, c'est Oui. quelque chose qu'on peut mettre en œuvre. Ah On a oui. actuellement une Test First, donc c'est un dispositif, doctorat en entreprise qui est cofinancé par l'université et là, c'est par une collectivité territoriale. C'est, un doctorant qui va mesurer l'impact, sur la communication de la restructuration urbaine entre Mantes-la-Jolie et les Mureaux. Du coup, 20 ans, de restructuration urbaine, des indicateurs à élaborer. Là, on peut tout à fait imaginer une transférabilité de la méthode de travail sur d'autres écosystèmes à partir du moment où on a étalonné la donnée de départ et qu'on voilà, pour réajuster bien évidemment. Mais moi, je pense qu'il y a déjà des choses. Mmh. Après, oui, c'est pas mûr, j'en ai parfaitement conscience. Là, je vous ai présenté les projets, on est sur de la fouille de texte, on est sur de la linguistique. Ce sont des disciplines qui s'approchent finalement, conceptuellement presque, de l'expérimental. Parce il y a du traitement de la donnée massive, il y a des algos qui tournent, il y a du logiciel. Donc ces disciplines-là, elles sont prêtes. En psycho, c'est pareil. Il y a du dispositif, il y a du test. Mmh. Sur des disciplines comme la géographie, la sociologie, les sciences du paysage, les sciences du patrimoine, c'est un peu plus amont, mais on sent qu'il y a vraiment un changement de paradigme qui est en train de s'opérer auprès des collègues. C'est que si on veut avoir un impact sociétal, il faut que la science sorte des laboratoires. L'autre ques si je peux me permettre de Je t'en broder, mais prie. l'autre question, c'est celle du modèle économique. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, je pense, des systèmes d'indicateurs, ou de critères, des grilles de critères, des choses comme ça, on en produit. Mais on en produit, jusqu'à présent avec l'idée que, bah, voilà, c'est mis à disposition et s'en saisisse, qui veut. Dans quelle mesure, on pourrait imaginer, si pour autant qu'on en ait envie, dans quelle mesure on pourrait imaginer, d'avoir une sorte de démarche de commercialisation? Enfin, je ne sais pas, mais pour qu'il y ait un modèle économique, il faut qu'il y ait de la recette quelque part, quoi. Oui. Voilà, donc il faut bien, qu'on puisse vendre quelque chose. Autant je vois bien certaines démarches, par exemple, certaines démarches de doctorants qui visent finalement à se doter d'une expertise un peu ciblée et qui peut accompagner leur propre projet professionnel d'entreprise, pour le coup, enfin d'installation comme sur cette expertise, comme consultant ou autre, enfin paysagiste éventuellement un peu spécialisé, etc. Donc là, je vois bien, on est plus dans les dispositifs de, tu l'as cité tout à l'heure, pépinière, enfin Incubateur. d'incubateur, voilà. On est plus dans les dispositifs classiques d'incubateur. Autant sur d'autres types de résultats, je vois bien quel transfert il pourrait y avoir. Je vois pas très bien qui serait prêt à payer pour ça, quoi. Voilà, c'est à terme, hein, voilà. Alors, Bon. j'entends bien. La définition de la cible, du public, Mm. c'est essentiel. Heu, on le voit souvent avec les headtech. Si on a mal calibré, la cible et qu'on part, pour développer, en général, on se retrouve au bout de 2 ans de société à devoir tout refaire parce qu'on n'a pas adressé la bonne cible. Dans le cas de tes, méthodes de travail, de tes grilles d'analyse et cetera, tu as plusieurs possibilités pour monétiser. Tu peux, vendre, la grille, en fait. Tu peux vendre le fait de faire l'enquête, Mm. mais tu peux vendre Ouais. aussi la formation à faire l'enquête. Et puis, tu peux créer un logiciel où tu rentres les données et l'enquête se fait. Enfin, il y a énormément de possibilités. Après, ce qu'il faut, c'est faire une vraie analyse du marché, comprendre le besoin ou alors écouter le besoin et produire quelque chose. Mm. Mm. Ça va dans les 2 sens. On s'épargne le langage de l'innovation, mais soit ça vient du laboratoire, soit ça vient de la demande du grand public ou de la société. Et on ne part pas sur en se disant qu'on va créer une société si on n'a pas analysé Mm. le public cible. Est-ce qu'il est, à l'écoute? Est-ce qu'on va vraiment révolutionner son usage? Quelles sont les pratiques? Quels sont les gens qui occupent déjà le marché?
Est-ce qu'on vient combler un vide? Combien les gens sont prêts à vendre, à acheter et combien nous, ça nous coûte de le faire Mmh. et que ça soit en adéquation. Donc il y a un vrai travail en amont, de structuration et d'accompagnement et CY Transfer est là aussi pour ça. Très bien, merci. Je l'évoquais tout à l'heure, l'incubateur et les programmes d'accélération. C'est le but de ces programmes d'accélération. Dans le CYA Tech Labs, on prend des sociétés avant ou très jeunement créées pour leur permettre pendant 12 semaines, une journée par semaine, de venir confronter un petit peu leur modèle économique, leur cible marché, mais aussi la science qu'ils utilisent. De venir discuter avec des enseignants, de venir discuter avec des chercheurs pour voir s'ils réinventent pas l'eau chaude. On a toute une série comme ça et notre ambition de le faire également sur les industries culturelles et créatives, c'est aussi pour ça, quand on regarde le marché, par exemple, des applications de musées, c'est extrêmement pauvre intellectuellement. Alors c'est très joli, c'est très bien fait, mais le contenu n'est pas au rendez-vous. Alors que quand on voit les recherches autour du patrimoine et de la création, on a des contenus incroyables qui sont presque déjà vulgarisés pour le grand public et ça ne se rencontre jamais. Du coup, le programme d'accélération, il serait là aussi pour valoriser tout le travail qui a été produit en données sur le patrimoine et la création et de le donner à voir au grand public, de le partager au grand public. Et typiquement, si un visiteur de musée a appris une chose en visitant un musée, je pense que le pari social est déjà gagné. Voilà. Après, le modèle économique, bien évidemment, il faut payer, le développement, il faut alimenter les données, il faut actualiser, et cetera. Et pour ça, il faut trouver des modèles où tout le monde y trouve son compte, en fait. D'autres réactions? Oui, je me permets. Bonjour. Bonjour. Vincent Drouet du CEREMA, direction Normandie Centre. Moi, je voulais déjà vous remercier de cette présentation et je voulais, on va dire, prendre un peu la balle au bond de Monsieur Moquet, avec qui on a déjà échangé. Nous, on a un projet, on a une thématique sur laquelle on travaille, on va dire un concept un peu scientifique émergent qui est issu des travaux d'une thèse, qu'on essaye, on va dire, de challenger, et pourquoi pas nous, parce que c'est aussi notre mission, hein, disons, de rendre, on va dire, un peu plus opérationnel, donc dans cette logique de transfert. Je pense qu'il y a peut-être un petit sujet sur lequel on pourrait voilà, échanger et ça serait une belle, on aurait probablement un territoire d'expérimentation, on va dire une collectivité, on aurait du coup deux acteurs de CY Transfer dans la boucle. Voilà. Alors, je ne sais pas si ce serait pour cette année, mais voilà, je pense qu'on peut essayer de se caler un petit point ensemble prochainement, Patrick. Très volontiers. Et Bonjour. n'hésitez pas à vous positionner sur l'appel. Hein. Ouais, merci. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Bonjour. Bonjour. En fait, oui. Moi, je me présente, je suis doctorant en 5e année de thèse à l'Institut de recherche et de développement au Centre Population et Développement, CEPED, qui est affilié à l'Université Paris-Cité. Je fais une thèse sur la dynamique et l'institutionnalisation des sciences humaines et sociales. Et donc, comme Patrick, je suis venu vraiment par curiosité parce que sur le terrain, en fait, moi, mon terrain, c'est la Côte d'Ivoire, donc l'Afrique de l'Ouest. Et mon terrain, en fait, à la suite de mon terrain, il ressort en fait qu'il y a une volonté politique c'est vraiment une volonté exprimée par le ministre actuel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de mettre carrément de côté les sciences humaines et sociales parce que pour eux, les sciences humaines et sociales ne contribuent pas vraiment au développement économique et social. Et donc, il y a ces dernières années plus de 5 universités qui ont été construites, mais en fait, il n'y a pas eu vraiment
une place pour les sciences humaines et sociales. C'est vraiment des universités sur le modèle polytechnique. Et donc, à la suite de ce terrain, moi, ça a été un peu, sur le terrain, on se rend compte que c'est vraiment une frustration pour les chercheurs en sciences humaines et sociales d'avoir cette l'impression que les sciences humaines et sociales n'ont pas vraiment d'importance et que ce sont les sciences dures qui ont de la solution à tous les problèmes. Du coup, quand j'ai vu votre communication, je me suis immédiatement intéressé parce que je me suis dit ici, peut-être que je peux avoir des réponses à toutes ces questions et pourquoi pas plus tard aussi communiquer là-dessus en Côte d'Ivoire pour montrer que oui, les sciences humaines et sociales aussi peuvent contribuer à l'innovation. Et bon, pour l'instant, je n'ai pas vraiment le matériel technique, mais j'espère que je pourrai en fait à partir de vos communications avoir des éléments qui pourront me permettre de défendre en fait ces thèses-là. Merci. Bon, je vais vous donner quelques pistes. Par exemple, si vous prenez l'Office de transfert de technologie du MIT, aucune équipe tech n'est pas doublée avec une équipe sciences humaines et sociales. Simple et bonne raison que c'est bien de développer de la tech, mais l'acceptabilité sociale de cette technologie, c'est pas le chimiste ou le physicien qui va pouvoir apporter des réponses. Vous avez des grands groupes en R&D qui recrutent des historiens et des anthropologues parce qu'ils développent des innovations, mais pour mesurer l'acceptabilité sociale de ces innovations, il faut regarder dans le passé comment les innovations ont été acceptées par le grand public. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les téléphones, sur les smartphones. Nous ne voyons pas la techno et quelque part, on s'en fiche de la techno. Ce qu'on voit, c'est que ça fonctionne et l'acceptabilité sociale de cet instrument a complètement changé nos habitudes. De plus, dans les SHS, il y a des innovations, qu'elles soient pédagogiques, qu'elles soient sur la lecture, sur la culture, etc. L'impact sociétal se mesure par le retour social sur investissement. On parle beaucoup de retour économique, mais quand vous faites économiser de l'argent à la société, vous avez un impact, un retour social sur investissement. Par exemple, vous avez l'article d'Ekman, qui, alors c'est pas un prix Nobel, mais c'est l'équivalent en économie, je sais pas, le nom m'échappe, qui a fait une étude longitudinale sur une vingtaine d'années sur la petite enfance aux États-Unis, entre l'investissement sur les 0-3 ans pour un accès à la culture. Il démontre dans cette étude que c'est l'investissement le plus rentable au monde. Si vous mettez $1 sur un enfant entre 0 et 3 ans, ça vous rapporte $2,50. Alors, ça ne vous les rapporte pas en cash, ça c'est sûr, mais ça va vous les rapporter en réussite scolaire, en insertion professionnelle, en réduction des risques de santé, en réduction des risques de délinquance. Du coup, vous allez économiser le coût social en valorisant la poursuite de carrière et l'épanouissement des enfants. C'est l'investissement le plus rentable. Et ça, c'est les sciences humaines et sociales qui le disent. C'est pas la chimie des matériaux. Donc, lisez l'article d'Ekman. Il est très facile à trouver, il est en ligne. Et ça vous donnera un très bon argument, je pense. Je vous remercie. Je vous en prie. D'autres réactions? Bon, ben, je vous renouvelle mes remerciements pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si Céline, tu es là ou Jérémy pour le prochain Café PUI, ça sera à quelle date? Oui, bonjour. Il n'est pas encore fixé, mais voilà, on le mettra rapidement en ligne sur le site. Formidable. Voilà. Bon. Bah, merci à tous pour votre présence. Merci à vous. Et j'espère lire vos. En tout cas, si vos collaborateurs. Je recommence. Si vos collaborateurs souhaitent répondre à l'appel, je suis à leur disposition pour répondre à leurs questions. Merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup. bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée.